Je vais en fait, avant d'aborder la question de guerre courte, guerre longue, utiliser comme transition avec ce qui a été dit ce matin, une question qui avait été posée par le monsieur qui va aller s'asseoir très bientôt, je le vois qui arrive, sur est-ce qu'on envisageait une guerre longue ou une guerre mondiale, enfin une guerre mondiale, une guerre longue, avant la guerre. Quand on observe ce que font les principaux chefs des armées européennes dans les 20 ans qui précèdent la Première Guerre mondiale, et personne ne sait, bien sûr, 20 ans avant qu'il y aura 20 ans après une guerre, j'y reviendrai. On se rend compte que toutes les guerres africaines, guerre des Boers, guerre russo-japonaise, guerre de sécession, si on remonte jusqu'aux années 1860, deux guerres balkaniques, j'y reviendrai, sont observées avec une très grande précision par tous les états-majors des puissances européennes. Ensuite, quand on essaye de voir ce que deviennent les rapports qui sont faits, et j'en prendrai un exemple précis ensuite, donc, les utilisations qui sont faites des rapports réalisés, on se rend compte qu'ils sont sagement rangés dans les armoires des états-majors respectifs pour devenir, 100 ans après, un sujet d'étude par les historiens. Quand on creuse un peu plus la question, on se rend compte en fait que lorsque les états-majors, lorsque les États envoient des observateurs dans les différents théâtres d'opération, ce n'est pas pour en tirer des enseignements. Ils s'observent entre eux, et lorsque les Français voient que les Anglais envoient 2 observateurs, les Français en envoient 3. Quand les Autrichiens voient que les Français ont envoyé un observateur, ils en envoient 2, etc., etc. Donc, toutes ces études qui sont faites entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, en définitive, même si théoriquement elles ont comme objectif d'observer et de tirer des enseignements directs des opérations auxquelles les gens assistent, on se rend compte qu'il ne s'agit là que de rivalité en fait politico-diplomatique entre puissances. Dans le cas français, on en a un exemple très précis lorsqu'on étudie, et c'est un travail sur lequel on est, Stanisław et moi, les papiers de l'attaché militaire français à Belgrade, qui est le colonel Fournier, qui observe dans les rangs de l'armée serbe les 2 guerres balkaniques, et lorsqu'on regarde ce qu'il écrit à l'état-major français à l'issue de la 2e guerre balkanique, tout ce qui va se passer en France et ailleurs pendant la Première Guerre mondiale est écrit. Utilisation des mitrailleuses, utilisation surabondante de l'artillerie, tranchées, réseau de barbelés, tout ce qui va constituer le corpus un peu du mythe ou de la constitution d'une mémoire collective de la Première Guerre mondiale est là. Et à chaque fois que les papiers arrivent à Paris, oui, ça, c'est dans les Balkans, ça, c'est en Afrique, ça, c'est en Asie. Chez nous, ça ne sera pas comme ça, parce que chez nous, on fera une guerre courte, rapide, qui est mon sujet d'aujourd'hui. Donc toutes ces choses, ça ne peut pas exister. Pour introduire cette réflexion sur guerre courte, guerre longue, et je me suis moi-même pris les pieds dans le barbelé il y a un instant, il faut avoir en tête, nous tous ici, qui sommes historiens, que les historiens sont par définition des coquins. Parce que nous connaissons tous la suite de l'histoire. Et nous savons tous que, ils avaient pensé une guerre courte et ils ont fait une guerre longue. Or, cette leçon-là, Raymond Aron nous a expliqué depuis très longtemps que ça s'appelle l'illusion rétrospective des faits, qui consiste à penser que parce qu'une situation s'est déroulée telle qu'elle s'est déroulée, guerre courte, guerre longue, elle ne pouvait pas se dérouler autrement. La façon dont je vais essayer d'articuler ma pensée, c'est d'essayer de me remettre dans la situation des acteurs de l'époque ou antérieure à l'époque, en me posant la question aux différents moments qu'ils vont rencontrer dans les différents pays européens de la fin du 19e jusqu'au début des années 1910, comment ils vont réfléchir et comment ils vont entrer dans cette guerre avec les interrogations qu'ils se posent et les réponses qu'ils apportent ou qu'ils n'apportent pas
aux interrogations qu'il formule. Je terminerai cette brève introduction en disant que la première des choses qu'il m'est impossible de faire, c'est de donner une définition à deux adjectifs, courte et longue. C'est quoi une guerre courte? À quel moment de l'histoire? Dans quel espace géographique? C'est quoi une guerre longue? La guerre de 100 ans a été une guerre longue, voilà, et la guerre des 6 jours a été une guerre courte. Voilà. Bon. Mais entre les deux, voilà. Et donc, on est confronté à une question de vocabulaire qui, à mon sens, mérite d'être posée. Le premier point que je vais exposer, il est simple. Objectivement, personne, avant la Première Guerre mondiale, n'envisage de guerre longue parce que personne ne veut de guerre longue. Quel est l'État qui oserait, ou quel est l'État-major qui oserait envisager de pouvoir emmener sa société, son pays, dans une guerre longue? Ça n'existe pas. Donc le premier principe qu'on est obligé d'admettre, pour le coup, comme une réalité objective, c'est que personne ne voulait d'une guerre longue. Le deuxième point qui a été évoqué ce matin, sur lequel je reviens brièvement, parce que j'en ai aussi un peu parlé lorsque j'ai pris la parole, c'est que les économies européennes sont imbriquées à un point tel depuis le milieu du XIXe siècle, de façon progressive au rythme de la diffusion de la révolution industrielle jusqu'à la Russie, que tout le monde se dit, on est trop imbriqués pour se faire la guerre longtemps entre nous. Donc s'il doit se passer quelque chose, ça sera un règlement de compte sur lequel je reviendrai rapide, mais certainement pas une guerre longue, parce que nos économies n'y survivraient pas. Les financiers disent exactement la même chose. Avec les moyens budgétaires dont nous disposons, pouvons-nous nous payer le luxe d'autre chose qu'une petite guerre qui va épuiser tous nos crédits à partir du moment où ils seront épuisés, on ne pourra plus faire la guerre? Mais ils disent la même chose également. Les militaires, enfin, sont totalement imbriqués dans ce concept de guerre courte, et si on regarde comment se fait cette imbrication, l'exemple que je trouve être le meilleur, c'est d'observer les réserves en munitions que les États préparent avant, enfin en temps de paix, au cas où la guerre surviendrait, d'une part, et quelle capacité de production de ces mêmes munitions ils préparent pour le temps de guerre. Quand on regarde les différents belligérants, et pour le front occidental, si on observe uniquement les Français et les Allemands, eh bien, on se rend compte que même en ayant des consommations de munitions, passez-moi l'expression, réglementaires, telles qu'on imagine qu'elles seront, partant du principe, quand on observe le phénomène guerre, que à la guerre, on consomme toujours beaucoup plus de munitions que ce qu'on avait prévu en temps de guerre, en temps de paix, parce que les prévisions du temps de paix ne relèvent pas obligatoirement une nouvelle fois de l'anticipation de la guerre, mais de la capacité financière qu'on a acheté des obus ou des cartouches. Eh bien, les stocks de munitions n'existent pas pour faire une guerre qui excède quelques mois d'une part, et d'autre part, lorsqu'on observe les plans de mobilisation presque totale, presque absolue, eh bien, la capacité de production ne permet pas de compléter, etc. Donc, au départ, personne n'envisage une guerre qui ne puisse pas être courte. Si on rentre un peu plus maintenant dans le phénomène, on va l'observer à partir d'une idée que moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la partagerez, mais elle me suffit en tout cas personnellement, c'est que la guerre est un art simple et tout d'exécution. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais lorsqu'on l'observe, eh bien, la matérialité des armées, nombre d'hommes, les vivants, les morts, nombre d'armes, etc., qui sont parfois des concepts ou des faits assez lourds à manier, permettent d'accrocher les choses dans leur réalité. Et la première réalité qui découle de l'idée de guerre courte est qu'une guerre courte impose, et c'est à partir de là que tout va être bouleversé, une guerre courte impose une guerre rapide. Et on associe rarement ces deux idées,
guerre courte, guerre rapide, alors que leur lien est, à mon sens, crucial. À partir du moment où on envisage une guerre courte, c'est comme courir un 100 mètres. Celui qui partira le mieux et le premier a plus de chances d'être le vainqueur que celui qui partira le dernier. Et à partir de cette idée de guerre rapide, eh bien, on voit apparaître tous les systèmes de mise en place des mobilisations, des concentrations et des plans de manœuvre de toutes les armées européennes. Et selon la taille de l'armée, on peut porter sur les mobilisations non plus le regard politique ou diplomatique qui est traditionnellement porté, par exemple, sur la mobilisation russe qui aurait précédé, etc., mais un regard technique qui est de dire, si je ne suis pas en mesure d'entrer en guerre au minimum dans le même timing que l'autre, j'ai d'emblée perdu. Maintenant, lorsque on porte ces différents regards sur ce qui s'est produit. Lorsqu'on fait un petit tour d'horizon, et je serai très bref sur la Russie ou sur la Serbie, en observant comment les choses se sont passées et pourquoi, tous ayant à l'esprit une guerre courte, tous ne vont pas prendre les mesures que, intellectuellement, leur réflexion leur imposerait. Quand on observe, pour commencer, l'Autriche-Hongrie. Pourquoi commencer par l'Autriche-Hongrie? Je fais une toute petite parenthèse, mais elle me tient à cœur, qui est de répondre quand commence une guerre? Quand commence la guerre locale des Balkans qui va donner une guerre européenne, qui va donner une guerre mondiale? Elle ne commence pas lors de l'attentat de Sarajevo, ça c'est de la propagande ou de la manipulation, comme on veut. Elle commence à partir du moment où un État en droit international, c'est encore le cas à l'époque, envoie à un autre État une déclaration de guerre. Et donc, la guerre, qui devrait normalement être courte, commence le jour où de Vienne part pour Belgrade, écrit en français, le signal, le télégramme qui déclare la guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. Ce qui est intéressant à ce moment-là, au-delà de cette petite remarque politique que je viens de faire, c'est de constater que Konrad von Hötzendorf, donc qui est le patron de l'armée autrichienne, qui, au cours des décennies passées, a presque 20 fois, ou même peut-être plus de 20 fois, réclamé l'autorisation d'aller régler leurs comptes aux Serbes, qui quittent le monde depuis que Pierre Ier est devenu le roi de Serbie, un peu trop proche des Russes et des Français, au lieu d'être proche des Autrichiens, comme l'était la dynastie précédente. Eh bien, il va se mettre en rupture avec le concept qu'il a évoqué. Il a l'intention de faire, à partir d'une puissance mondiale qui compte 55 millions d'habitants face à une petite Serbie de 4,5 millions d'habitants, une guerre du temps passé, une guerre de représailles, un petit corps expéditionnaire, on va en sortir, on casse tout, on montre qu'on est les maîtres et on rentre à la maison. Mais il n'ose pas faire sa guerre. Et cette guerre courte qu'il aurait dû faire, il ne va la déclencher que le 28 juillet, lorsque va commencer le bombardement de Belgrade. Et il a donc permis à tous les autres acteurs, dans une période de paix, de commencer à s'inquiéter et à se dire « il faut que je sois le premier à me lancer pour faire ma guerre courte ». Donc, la première infraction qui est commise dans cette réflexion sur guerre courte, guerre longue, c'est celle, à mon sens, de Konrad von Hötzendorf, qui, à partir du moment où il envisage de faire la guerre, ne la fait pas tout de suite. Premier point. On va glisser, maintenant on pourra revenir sur les différents points si vous le souhaitez. Ensuite, sur la question allemande, de mon point de vue en tout cas. Le dernier Allemand qui, à mon sens, a pensé et a conçu un plan qui correspond à une guerre courte, c'est Schlieffen. Lorsqu'on observe ce qu'il écrit dans son testament de 1905. En restant très schématique, je ne vous donnerai pas trop de chiffres promis, et je ne les ai pas tous en tête, mais globalement, Schlieffen dit « Nous allons, par un grand mouvement qui traversera, s'il le faut, les Pays-Bas, qui ira jusqu'au port
de la mer du Nord et de la Manche et qui se rabattra largement, on ne parle pas de Paris, mais pour encercler l'armée française et l'écraser quelque part entre la Lorraine, l'Alsace et la Suisse, je vais répartir mes moyens militaires de façon à atteindre cet objectif. Et le ratio qu'il donne à la louche entre son aile droite, donc qui va envahir la France pour faire simple, et son aile gauche, le rapport est globalement 80-85% de ses forces d'un côté, 15% ailleurs, c'est-à-dire 15% pour la Lorraine, l'Alsace et la Prusse orientale. Il y a une cohérence complète chez Schlieffen entre le concept de guerre courte et la vitesse nécessaire pour obtenir l'effet recherché. Je vous rappelle simplement que lorsqu'on part à pied pour un soldat de la première armée allemande de la région d'Aix-la-Chapelle et qu'on doit éventuellement, dans le plan Schlieffen, faire le tour de Paris pour aller écraser l'armée française, on est à 900 km à pied en se battant à réaliser. Quand on dit qu'en 1914, von Moltke va appliquer le plan Schlieffen, eh bien c'est oui et non. Oui, parce que globalement, il reste au moins au début de la guerre sur le même concept opérationnel, mais non, quand on observe de façon plus précise, le contexte peut l'expliquer, je ne le ferai pas aujourd'hui, sauf si vous me demandez de le faire, la répartition de ses forces entre son aile gauche, son aile droite et la Prusse orientale. Schlieffen n'avait même pas envisagé de mettre une seule armée en Prusse orientale. Il laissait uniquement des troupes locales de Landwehr et d'Ersatz. Von Moltke crée une 8e armée qu'il installe en Prusse orientale. Et dans sa répartition globale des forces entre son aile gauche et son aile droite, il passe d'un ratio 85-15 approximatif à un ratio 65-35 approximatif. C'est-à-dire qu'au moment où Moltke, le 4 août au matin, envoie ses troupes sur le Luxembourg, sur la Belgique, pour commencer l'invasion, saisir les ponts, etc., il a bien encore en tête la guerre courte, donc la nécessité d'aller vite, mais il s'est privé lui-même des moyens nécessaires pour atteindre l'objectif théorique fixé. Et quand on observe la campagne jusqu'à la bataille de la Marne, on va voir qu'il va encore, bon, je vais en dire un mot, qu'il va encore affaiblir son dispositif parce que lors de son entrée en Belgique, il va être obligé d'écraser la forteresse de Liège qui va résister jusqu'au 17 août, du 6 au 17 août, alors qu'elle devait tomber tout de suite. Il va devoir consacrer presque 2 corps d'armée pour faire le siège à Anvers. Il va devoir consacrer une division pour Namur et il va immobiliser autour du fort de Maubeuge jusqu'au 8 septembre 1914 un autre corps d'armée. Je parlerai des Russes et de Moltke dans un instant, où je le parle tout de suite, et il va envoyer, avant la bataille de la Marne, prélever sur son aile marchande parce qu'il considère qu'il a déjà gagné sa guerre courte, alors que c'est loin d'être fait, exactement 2 corps d'armée ennemis qui vont partir vers la Prusse orientale. Je reviendrai dans un instant. Donc, côté allemand, lorsqu'on observe la matérialité technique de la guerre, on se rend compte qu'il y a une dissonance entre le concept et les moyens afférents pour le concept. Est-ce que les Français sont mieux lotis? À mon sens, en tout cas, absolument pas. L'historiographie traditionnelle nous dit Joffre, il a un plan de concentration, le plan 17. Je rappelle qu'un plan de concentration consiste à concentrer donc des forces qui viennent d'un peu partout dans le pays en fonction d'un déploiement qui a été anticipé, mais que Joffre n'a pas de plan de manœuvre. C'est-à-dire que Joffre ne sait pas ce qu'il va faire ensuite. Et c'est même ce que lui a écrit dans ses mémoires par la suite. À mon sens, c'est erroné, parce que la façon dont Joffre répartit l'armée française sur son front et la façon dont il va la lancer globalement, pour être simple, en position centrale sur 2 attaques, sur 2 grandes offensives qui ne permettent même pas de fournir un effort unique dans une direction unique, eh bien, vont relever d'un concept, une nouvelle fois, où Joffre voudrait mener une guerre courte, mais sa guerre courte conceptuelle ne résiste pas à 2 réalités, l'une qu'il connaît, l'autre qu'il ne connaît pas. En bon chef militaire, il eût été bon qu'il la
connu, c'est que d'envoyer deux attaques presque parallèles, décalées dans le temps, dans un espace géographique qui est défavorable à l'offensive, qui a été largement organisé défensivement par les Allemands, ça ne permet pas en théorie de gagner facilement, premier point. Et le deuxième point, il est connu, je le rappelle brièvement, c'est que les Français étant incapables d'accepter que des unités de réserve puissent se battre en première ligne avec des unités d'active, Joffre pense que les Allemands ne peuvent pas le faire non plus, puisque lui ne peut pas le faire. Et donc, lorsqu'il voit les Allemands envahir la Belgique, et tout le monde sait que les Allemands vont envahir la Belgique, ce que Joffre ne sait pas, c'est quelle sera l'amplitude de l'invasion entre le canal Sambre enfin le canal Lax, Sambre et jusqu'à l'Oise ensuite, ou au nord de cette grande et double vallée. Il se dit, mais plus les Allemands rentrent en Belgique, plus ils vont m'offrir leur centre où je pourrai les attaquer et gagner ma bataille en position centrale. Si ce n'est que les Allemands ayant des grandes unités de réserve, à la fois dans leur aile marchande et à la fois dans leur position centrale, lorsque Joffre va se lancer à l'assaut des positions allemandes, eh bien, il va être vaincu partout. Donc, côté français, on se retrouve dans des conditions différentes, dans la même situation que du côté allemand, à savoir que le concept est le concept d'une guerre courte, mais les moyens afférents et les plans organisés en conséquence, même avec les réflexions de l'époque, normalement, doivent conduire à une guerre qui ne peut pas être courte. Et ça, c'est quand même un problème. Un petit mot maintenant sur les Russes. L'armée russe est celle qui va jouer le plus vite les engagements qu'elle a pris dans la Convention militaire de 1893 avec les Français, puisque dès le 14 août, elle va attaquer en Prusse orientale avec deux armées qui ne vont pas attaquer en même temps, la première Rheinkampf, la deuxième Samsonov, de façon à fixer, voire à vaincre, les Allemands en Prusse orientale. Ce qu'on observe chez les Russes, et qui est pour moi encore aujourd'hui une interrogation, c'est qu'ils mettent en œuvre les deux premières armées qu'ils engagent sur le front de la Prusse orientale, je ne parle pas de la Galicie pour l'instant, dans le respect des engagements prévus, c'est-à-dire on va vite pour mener une guerre courte, mais qu'ils n'ont pas anticipé la lenteur de leur mobilisation. Or, la Russie est grande, le territoire est grand, même si avec une partie d'argent français, des voies ferrées nouvelles ont été construites, la mobilisation ne se fait que lentement. Donc lorsque Rheinkampf, qui est le premier à attaquer en direction d'endroits en Prusse orientale qui s'appelle Stallupölen puis Gumbinnen, eh bien il attaque avec une armée qui est imparfaitement mobilisée, toutes les munitions ne sont pas là, la logistique n'est pas là, et lorsque vers le 20 août 1914, il écrase, c'est en général passé sous silence en France, je ne sais pas pourquoi, il écrase une partie de la 8e armée allemande dans cette bataille dite de Gumbinnen, eh bien, s'il réussit à continuer, ça change aussi le sort de la guerre, mais il ne le peut pas parce qu'il est obligé de s'arrêter pour que la mobilisation se termine, pour que la logistique rejoigne, etc., ce qui va permettre la manœuvre qui va donner ensuite aux Allemands la possibilité de mener la bataille de Tannenberg. Donc, côté russe, une nouvelle fois, le concept est accepté, mais l'organisation qui logiquement aurait dû être mise en place pour répondre à ce concept n'est pas au point, et ça se termine après la première bataille de Gumbinnen, qui est d'ailleurs, petite parenthèse, gagnée contre un général qui est un quasi-français, puisqu'il s'appelle von François, et dont le père a été tué par la guerre de 1870
sur les champs de bataille dans l'armée prussienne, bien sûr, parce que c'était un huguenot, et il a fait beaucoup de soucis ensuite von François à von Priwitz à la 8e armée. Mais enfin, disons que on peut dire que même en Prusse orientale, les Français sont allés un peu embêtement. Donc, une nouvelle fois, chez les Russes, on a ce décalage entre le concept et les moyens afférents pour appliquer le concept. En définitive, lorsqu'on observe l'ensemble des belligérants au cours du mois d'août et du début du mois de septembre 1914, on se rend compte que, en résumé, les Autrichiens n'ont pas mené la guerre qu'ils devaient mener, à un point tel que, et Stanislav nous l'a dit tout à l'heure, dans la bataille du Tser, la petite armée serbe défait l'armée autrichienne. Donc, échec de la guerre courte de la part des Autrichiens contre les Serbes. Je fais le tour dans le sens inverse. Lorsqu'on va en Galicie, les Autrichiens attaquent assez rapidement, sont victorieux pendant une semaine, et ensuite, ce sont les Russes qui sont victorieux en Galicie face aux Autrichiens. Les Autrichiens ont complètement raté leur guerre courte. Les Russes, en Prusse orientale, je l'ai dit, l'ont raté. Les Allemands face à la France et les Français face aux Allemands l'ont raté pour les deux jusqu'à la bataille de la Marne. Quelle conclusion peut-on en tirer? La conclusion qu'on peut en tirer, à mon sens, c'est que, au-delà des principes organisationnels que j'évoquais jusqu'à présent, qui relèvent de la préparation de la guerre, il y a ensuite le second phénomène, qui est le vrai phénomène d'août et de septembre 1914, qui est l'exécution de la guerre. Et l'exécution de la guerre va nous donner une suite d'événements qui ne sont pas, en définitive, logiques et qui vont presque, passez-moi l'expression, par hasard, nous conduire de la guerre courte à la guerre longue. Pourquoi est-ce qu'ils vont nous y conduire par hasard? Et ça sera ma conclusion. En définitive, ce qui se passe entre août et septembre 1914 peut être réduit à une formule mathématique qui est au niveau de ce que j'ai pu apprendre au maximum en 6e. Plus par plus fait plus, moins par moins fait plus, plus par moins par plus fait moins. Je m'explique. C'est vrai. Les Français, plus, gagnent la bataille de la Marne. Les Russes perdent la bataille de Tannenberg. Plus par moins fait moins égale guerre longue. Les Français gagnent la bataille de la Marne. Les Russes gagnent après Gumbinnen, et il s'en est fallu de peu, la bataille de Tannenberg. Plus par plus, guerre courte, la guerre s'arrête. Les Allemands gagnent la bataille de la Marne. Supposons que von Moltke n'enlève pas les 2 corps d'armée ennemis qu'il envoie à Gumbinnen, qu'il ne laisse pas 2 corps d'armée face à Anvers et qu'il ait 20 ou 30 000 hommes de plus pendant la bataille de la Marne. Rien ne prouve que les Français l'aient gagnée. Les Français la perdent, les Russes perdent la bataille de Tannenberg, moins par moins, les Allemands sont victorieux, la Première Guerre mondiale s'arrête. Ce que je veux dire par là, je pense que je termine par une petite remarque sur le concept initial. Je crois qu'il n'était écrit nulle part que la guerre que tout le monde avait prévue courte ne devait pas être courte et qu'elle est devenue longue, non pas par une volonté quelconque, mais simplement par le hasard de la guerre et par l'incapacité dans laquelle sont trouvés presque tous les belligérants à réaliser ce qui est le plus difficile quand on observe l'histoire militaire, c'est à passer du temps de paix avec des plans préparés au temps de guerre à une adaptation permanente à l'inconnu. Et c'est en définitive cette incapacité de la majorité des belligérants à s'adapter vite et de façon victorieuse à l'inconnu qu'est la guerre qui a donné une guerre longue. Mais cette guerre longue n'était à mon sens absolument pas écrite dans un quelconque livre de l'histoire du XXe siècle, et qu'une autre histoire du XXe siècle aurait pu s'écrire, à mon avis, avec autant de probabilité qu'elle s'est écrite telle que nous la connaissons depuis lors. Voilà, je m'arrête là.